Le gouvernement, par la voix de Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, a déclaré le 23 avril dernier une épidémie de la variole du singe, encore appelée monkeypox, présente sur le territoire national. En effet, la variole du singe n'est pas une nouvelle maladie, mais une ancienne maladie dont on ne parle pas si souvent, mais qui aujourd'hui fait la une de l'actualité congolaise. La variole du singe, qu'est-ce que c'est? Comment se propage-t-elle? Qui est à risque? Comment se protéger et protéger les autres? Le tour de la question, c'est sur ce plateau de l'émission Urgence Santé, en compagnie du docteur Michel Monkou, infectiologue et chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital général Adolphe Sissi. Docteur Monkou, bonsoir et bienvenue à l'émission Urgence Santé. Bonsoir. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes infectiologue, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital général Adolphe Sissi. Le 23 avril dernier, je l'ai dit dans mon lancement, le gouvernement, par la voix de Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, déclarait l'épidémie de la variole du singe présente dans notre pays. Tout à fait. D'entrée de jeu, c'est quoi une épidémie? La façon la plus simple de définir l'épidémie, c'est une augmentation anormale des cas de maladies concentrés dans un lieu donné et avec un temps très court. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une épidémie de salmonellose à Dolisie. Voilà. Et de temps en temps, on vit des épidémies de grippe. Parce qu'on constate que de temps en temps, il y a eu une augmentation des cas et ça devient anormal. Voilà, c'est là où on déclare une épidémie. Voilà. Alors, sur ce plateau, il est question de la variole du singe, encore appelée monkeypox. Avant d'y arriver, oui. Quelle est la situation actuelle sur le plan national? Bien, sur le plan national, comme vous avez su lire, il y a au moins 59 cas. Et ici à Pointe-Noire, on a déjà un cas. En tout cas, un cas constitue une épidémie. Donc ici à Pointe-Noire, comme on a déjà eu un cas, on peut dire que nous sommes en plein dans l'épidémie. L'épidémie sévit déjà. Voilà, sévit déjà. De toute façon, vous savez, la ville de Pointe-Noire constitue vraiment un épicentre des épidémies, hein, que ce soit le choléra, que ce soit la rage, la poliomyélite. Donc nous sommes toujours exposés. Et maintenant, vous devez savoir qu'avec le changement climatique, avec la déforestation, on va vivre ce genre d'épidémie qui, j'espère qu'avec le débat, je vous expliquerai parce que c'est une maladie d'abord des animaux qui se transmet à l'homme. On va y arriver. Voilà. Alors nous entrons en plein dans notre sujet. C'est quoi finalement la variole du singe? La variole du singe, c'est une maladie qui sévit de façon un peu endémique en RDC et qui est ce qu'on appelle une zoonose. C'est-à-dire que c'est une maladie de l'animal d'abord qui est transmise à l'homme. C'est dû à un virus qu'on appelle le monkeypox virus. Le monkeypox, c'est le virus, le nom du virus. C'est le nom du virus, monkeypox virus. C'est un virus qui a été découvert dans les années 1958, mais qui a été bien étudié en 2003 avec l'épidémie qui est apparue aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus outillés et donc ils ont décrit le virus, ils ont bien décrit la maladie. Et pourquoi le qualificatif singe? Parce que ça a été découvert pour la première fois au niveau des singes. Oui, c'est une maladie évidemment qui a été découverte pour la première fois au niveau des primates non humains, c'est-à-dire les singes. Les singes. Voilà, ce sont les singes qui ont fait la maladie et de façon un peu fortuite, on a fait les études et puis on a découvert le virus. Mais je tiens à signaler que le singe n'est pas le réservoir. Le réservoir serait les rats. Les rongeurs de la bourse là. Voilà. Ce sont ces rongeurs-là qui donnent la maladie au singe et le singe développe la maladie. Maintenant, l'homme aussi, en partant toucher soit le singe, soit le rat, l'animal infecté, ben, l'homme aussi fait la maladie. Contracte la maladie. Voilà, alors, qui peut développer la variole du singe? Est-ce qu'il y a une catégorie à risque? Oui, en principe, il y a une immunité croisée avec la variole. Hein? Donc, très longtemps, cette pathologie a été même confondue avec la variole. Mais vous sachez que la variole a été éradiquée sur la planète depuis les années 1980. Et donc, actuellement, ceux qui sont beaucoup exposés, comme il y a une sorte d'immunité croisée avec
la variole humaine, ceux qui peuvent être exposés sont ceux qui sont nés, ceux qui ont moins de 50 ans. Ceux qui ont moins de 50 ans. Et les femmes enceintes, les enfants, les patients immunodéprimés, par exemple ceux qui ont le VIH, ils feront beaucoup plus la maladie. La maladie, la ça variole sera du beaucoup singe. plus grave chez eux. Voilà. Mais pourquoi moins de 50 ans? Est-ce qu'il y a une raison liée à cela? Oui, c'est parce que ceux qui ont plus de 50 ans ont été vaccinés ou bien ils ont été en contact avec la variole humaine que nous avons eu à faire. Par exemple, moi j'ai fait ma variole, vous voyez, j'ai fait ma variole et je suis immunisé. Ah, vous avez développé une certaine immunité. Une certaine immunité. Et cette immunité-là est croisée avec la variole du singe. La variole du singe. Donc il y a moins de chances que, par exemple, moi, que je puisse développer la variole du singe. Voilà. Alors nous allons évoluer, docteur. Vous avez commencé à en parler. Comment se transmet-elle? Et il faut noter qu'il y a deux modes de transmission. Vous l'avez dit, hein, de l'animal à l'homme et d'homme à homme. Qu'est-ce qu'il y a de savoir à propos? Oui, évidemment, vous savez, l'épidémie a été déclarée. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là, parce qu'on doit informer le public sur les signes cliniques et les modalités de transmission de cette maladie-là. En dehors de ça, on doit aussi sensibiliser, renforcer les capacités des agents de la santé dans la surveillance de cette pathologie, dans la prise en charge. En ce qui concerne la transmission se fait de façon directe, c'est-à-dire qu'en touchant les lésions du patient, le patient qui est malade, vous partez toucher ces lésions à main nue, ou soit vous touchez tous les fluides corporels, c'est-à-dire le sang, la sueur, tout ça du malade, vous pouvez attraper cette maladie-là. En mangeant aussi la viande non cuite, c'est un facteur de risque. Un facteur de risque. Voilà, un facteur de risque. Et puis, en tripotant aussi de la viande à main nue. Voilà, en main nue, c'est ça, évidemment. Et puis, l'autre moyen d'attraper ça, c'est avec les objets souillés. C'est-à-dire que moi, je suis malade, vous prenez mon linge, vous n'avez pas les gants avec vous, vous tenez le linge que moi j'utilise, ben vous êtes contaminé. Vous êtes contaminé, vous pouvez vous contaminer, vous êtes exposé. Voilà. Alors dans cette question, docteur, on parle des relations sexuelles, on parle des postillons, des maux de contamination, des éternuements. Est-ce que c'est cela? Oui, c'est ça, par des gouttelettes respiratoires aussi, comme d'ailleurs c'était la Covid. Mais bon, on n'est pas dans la Covid, hein, parce que ici, ça nécessite un contact étroit. C'est pour ça que vous avez raison, par exemple, pour les contacts sexuels, il y a un contact direct. Mais pas que dans les sécrétions génitales, bien qu'on retrouve le virus, mais ce n'est pas encore prouvé qu'il y a la transmission. Et la transmission là, par voie sexuelle, c'est parce qu'il y a un contact direct. Même par les gouttelettes respiratoires, il faut une distance au moins de moins d'1 mètre. Par contre, avec la Covid, même à 2 mètres, on pouvait attraper ça. Vous attrapez la maladie. Voilà. Mais est-ce que la femme enceinte peut transmettre le bébé qui est dans son sein? Une femme enceinte qui est victime de la variole du singe? Ben, ce n'est pas encore prouvé, mais la femme enceinte qui a la variole du singe, c'est très dangereux parce que parmi les signes, il y a d'abord la forte fièvre. Et donc, rien que la fièvre, là, ça peut faire de telle sorte que la femme puisse avoir un avortement ou bien un accouchement prématuré. Il y a beaucoup de risques chez la femme enceinte. Mais dire que ça traverse le placenta pour aller agresser, ce n'est pas encore prouvé. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la transmission, de la contamination. À partir de quel moment l'homme atteint de cette pathologie devient contagieux? Le patient malade devient contagieux dès l'apparition des premiers signes cutanés. Parce qu'au début, c'est la fièvre, hein, c'est les ganglions qui sortent un peu, et puis le malade est fatigué. Mais 3 jours après, c'est les lésions cutanées qui apparaissent. Voilà. Quand vous parlez des lésions cutanées, vous parlez des petits boutons, qui ressemblent à des petits sachets d'eau, ce qu'on appelle des vésicules, qui commencent d'abord par la figure et puis ça descend progressivement. Et ça peut évoluer comme si ça devient louche, comme si c'est du pu, et puis ça forme des croûtes. Donc durant toute la période là où les lésions sortent, jusqu'à la disparition des croûtes, la personne est contaminante. Voilà. Et donc on se dit que ça peut prendre 3 semaines. Et nous entrons là déjà dans les manifestations, dans les symptômes. Est-ce là les seuls symptômes? Oui, ce qui caractérise cette pathologie-là, il y a des signes qui sont dits classiques. C'est que
Hein, bon, maladie infectieuse, il y a la fièvre, il y a les céphalées, il y a des courbatures, les maux de tête. Ça, les maux de tête, ça là, c'est propre aux maladies infectieuses. Mais quand il y a des ganglions qui commencent à apparaître, qui sont enflés, des petites boules. Des petites boules qui apparaissent juste en bas des oreilles. En bas des oreilles, au niveau du haut du cou. Quand ça apparaît, suivi quelques jours après des lésions cutanées qui commencent au niveau de la figure et puis qui se disséminent sur tout le corps, ben, sachez que ça, c'est la variole du singe. Une caractéristique aussi essentielle, c'est que ça prend les pommes et les plantes des pieds. Par contre, la varicelle, ça ne peut pas prendre les pommes et les plantes des pieds. Voilà. C'est ça. Donc, en dehors du visage, ça apparaît au niveau des pommes de main, la plante des pieds. Et ça c'est généralisé sur tout le corps. Jusqu'au niveau des appareils génitaux, jusqu'au niveau des appareils de l'anus, ça apparaît jusque-là. Partout, ça apparaît. Et dans la forme typique, c'est vraiment classique parce qu'il y a des milliers et milliers d'éléments. Vous ne pouvez pas les compter. Il y en a trop. Ça dépasse 100, ça dépasse 200 sur tout le corps. Et ces éléments en question, ça évolue de façon progressive, mais quand vous les regardez, c'est au même stade. C'est-à-dire que quand on dit que c'est la papule, ça dit qu'une petite tache, c'est la petite tache. C'est la petite tache. Quand c'est des vésicules, les petits sachets d'eau qui apparaissent, c'est des petits sachets. Voilà, c'est des petits sachets. Quand c'est des pustules, ça dit qu'il y a comme du pu, tous les éléments sont à ce niveau-là. Quand c'est les croûtes qui commencent à se former, il n'y a que des croûtes. Voilà un peu comment ça évolue. C'est différent des autres fièvres éruptives. Est-ce que cette éruption est similaire à celle de la varicelle? Parce qu'on peut confondre aussi la variole, la varicelle. Est-ce que c'est similaire ou bien il y a une différence? Oui, la grande différence évidemment avec cette maladie, c'est la varicelle et la rougeole. Parce que la variole a été éradiquée. Donc pour faire la différence avec la varicelle, ce sont ces types d'éléments-là. Et puis il n'y a pas de ganglions dans la varicelle. La varicelle, il n'y a pas de ganglions. Voilà. Par contre, au moment de la variole, les ganglions apparaissent. Au niveau de la varicelle, le malade, le petit enfant se gratte. Il se gratte et ça évolue par pousser. C'est-à-dire que dès qu'il a la fièvre, il y a des nouveaux éléments qui apparaissent. Si bien que sur le corps de l'enfant ou bien de l'adulte, vous allez voir qu'il y aura des vésicules, il y aura des pustules. À la différence de la variole de 5 jours, tout est au même stade. Voilà, ça apparaît au même moment. Ça apparaît au même moment. Mais dans la varicelle, il y a une différence d'âge. Vous allez vous rencontrer tout là-dedans dans la varicelle. Voilà. Et ça ne prend pas les pommes des mains et les plantes des pieds. Voilà. Par contre, dans la rougeole ne donne pas des vésicules. Voilà. C'est ça un peu la différence. Et est-ce que ces symptômes apparaissent au même moment? Parce qu'ici, il s'agit de faciliter la compréhension du grand public. Est-ce qu'au moment où apparaît la fièvre, c'est au même moment qu'apparaissent ces vésicules? Ou bien c'est étape par étape? C'est d'abord des maux de tête, après dans 2 jours, ce sont les vésicules qui vont apparaître. Comment Oui, c'est étape par étape. Ça commence d'abord par une fièvre, des céphalées, des courbatures. Et la fièvre, c'est une forte fièvre ou bien une fièvre modérée? Oui, une fièvre qui peut atteindre 38,5 ou 39 degrés. Et puis, progressivement, apparaissent des ganglions. Maintenant, quand on arrive à ce stade-là, pour nous les cliniciens, on se dit, bon, peut-être c'est des surinfections, tout ça, mais quand on surveille le malade, 2 à 3 jours après, apparaît cette éruption cutanée-là. C'est l'éruption cutanée qui est caractéristique, de la variole de singe. De la variole de singe, c'est l'éruption-là, où ça évolue en poussée, au même moment, jusqu'à la chute des croûtes. Alors parlons du diagnostic, docteur. Est-ce que les symptômes à eux seuls suffisent pour poser le diagnostic ou il y a d'autres examens à faire? Oui, il faut confirmer, il faut faire des examens, il faut faire des prélèvements. On fait des prélèvements et puis actuellement il y a la biologie moléculaire, ce qu'on appelle la PCR, qu'on faisait dans le cas de Covid, parce que nous maintenant on a des machines très faciles à faire ce genre d'examen-là. On fait des confettis et puis on dose. Mais en cas d'épidémie, rien que la clinique permet de dire que nous sommes en présence de la variole de singe. Voilà. C'est maintenant là qu'on peut avoir des petites discussions. Est-ce que c'est ça? On fait des prélèvements, mais en période d'épidémie, tout ça, ça s'abolit. On passe maintenant dans la prise en charge. Dans la prise en charge. Alors avant d'arriver, docteur, est-ce que la variole du singe se soigne? C'est la grande question. Oui, le traitement, toutes les maladies ont un traitement, mais le traitement, bon, ce sont des virus. Le traitement, c'est le traitement de soutien.
traitement de soutien, c'est-à-dire quand vous parlez de traitement de soutien, oui, c'est le traitement des symptômes. Des symptômes. Il y a la fièvre, on donne du paracétamol. On traite la fièvre. Voilà, il y a des lésions cutanées, on essaie de mettre un pansement humide, on protège ce pansement-là. Si ça atteint les yeux, il faut donner des collyres. Si ça se surinfecte, on passe aux antibiotiques. Si ça se complique par exemple d'une pneumopathie, on donne les antibiotiques. Voilà quoi, on surveille le malade. Ce qui compte, c'est l'isolement du malade. Il faut qu'il soit isolé pour éviter la propagation de la maladie. Maintenant, le reste, c'est un traitement de soutien. On accompagne le malade. La mortalité n'est pas trop élevée. Hein. Vous avez vu, il y a dans les 50 cas là, il n'y a aucun cas de décès qui a été noté. Aucun cas de décès. Donc, voilà. Peut-on tout de même parler des complications? Tout à l'heure, vous avez souligné une complication. Évidemment. Ce qui caractérise aussi, ce qui fait la gravité de cette pathologie, sont les complications. Vous voyez, quelqu'un a des lésions cutanées, ces lésions-là peuvent se surinfecter. Ça peut se surinfecter et donc par manque d'hygiène, par manque de traitement. C'est pour ça que la prise en charge précoce est très nécessaire pour éviter cette morbidité, pour que ça se complique, voilà, pour éviter des complications. Donc, c'est des lésions cutanées qui sont là, qui peuvent se surinfecter. Quand ça se surinfecte comme ça, c'est-à-dire que c'est les autres bactéries maintenant qui viennent. Voilà. Ça, c'est une grosse surinfection. Ça peut donner des plaies. Ou bien un microbe rentre là et puis ça pénètre dans l'organisme, ça provoque ce qu'on appelle une septicémie. Voilà. Une infection généralisée. Ou bien, comme il y a des lésions aussi au niveau, parfois de la bouche, au niveau des narines, tout ça là, le malade peut faire ce qu'on appelle une pneumopathie. Voilà. Et comme ça prend les yeux, ça peut faire aussi une conjonctivite, amener à des complications graves. Il y a certaines complications du genre atteinte neurologique, où le malade fait une encéphalite, c'est-à-dire qu'il rentre dans le coma. Mais c'est des cas très rares. C'est des cas très rares. Ce qui compte, c'est la prise en charge précoce. Quand la prise en charge est faite de façon précoce, on limite ces complications. Alors parlons de la vaccination, docteur. Qu'est-ce qu'il essaie de savoir? Est-ce qu'il y a un vaccin habilité pour éradiquer cette pathologie et qui peut se faire vacciner? Et à quel moment aussi se faire vacciner? Pour le traitement aussi, il y a un médicament pour traiter cette pathologie. Hein, c'est un virucide, mais ce n'est pas encore commercialisé dans notre pays. Maintenant, quand nous revenons sur la vaccination, évidemment, le vaccin, pour l'instant, on n'envisage pas vacciner. Mais sinon, les vaccins qu'on utilise, c'est les vaccins de 3e génération de la variole. Voilà. Vu que je vous ai dit que non, quand on t'a vacciné contre la variole humaine, vous êtes protégé contre la variole de singe. Maintenant, quand vous allez voir que quand l'épidémie va s'installer, ce qui n'est pas de notre soin, si l'épidémie s'installe, il y aura des vaccins qui vont arriver. On te donne 2 doses en l'espace d'1 mois, puis tu es protégé. Maintenant, c'est là où on va voir les femmes enceintes, les enfants, les gens qui ont moins de 50 ans. Ce sont ceux-là. Est-ce que quelqu'un ou la personne qui fait la maladie, qui développe la variole du singe, peut se faire vacciner? Non, la personne qui fait la maladie, bien au contraire, cette personne-là, après, va développer une immunité qui va la protéger durant toute la vie. Mais ceux dont on doit vacciner, ce sont les cas contacts et les cas suspects. C'est-à-dire que ceux qui ont été en contact avec les malades, voilà, ceux-là, on doit les vacciner. Sinon, dire que la personne qui est malade, qu'on vaccine, non, c'est une aberration. Alors, il y a des mamans qui certainement n'ont pas pris en compte la vaccination de leurs enfants et ces enfants-là n'ont jamais bénéficié donc, du vaccin de la variole ou contre la variole. Est-ce que, pendant que nous parlons de l'épidémie, ces mamans peuvent se rattraper, peu importe l'âge de l'enfant? Est-ce que ces enfants-là peuvent être vaccinés contre la variole? Non, on ne vaccine plus contre la variole. La variole a été éradiquée. Complètement éradiquée. Donc, cette vaccination ne figure plus dans le calendrier vaccinal. Non, ça ne figure plus dans le calendrier vaccinal. Ça ne figure plus. Peut-être avec l'arrivée de ces zoonoses-là, on va regarder peut-être qu'on peut encore réintroduire ces vaccins de 3e génération contre la variole, mais pour l'instant, ce n'est pas de mise. On ne vaccine plus contre la variole. C'est terminé depuis les années 1980. Depuis les années 1980. Alors, au regard de toutes les informations livrées sur ce plateau, comment se protéger et protéger les autres contre la variole du singe? Oui, en connaissant les modalités de transmission, évidemment, de là découlent aussi les modes de prévention. Les modes de prévention. On va revenir un peu à
ces mesures barrières, hein, où il faudra porter le masque. Quelque part, on va dire merci au Covid-19. Oui, on va encore revenir un peu sur ça. Si l'épidémie peut s'installer, ben, il faudra maintenant porter le masque. Et puis, il y aura l'hygiène des mains. Voilà, éviter de saluer les gens, laver les mains fréquemment. Laver les mains, le lavage des mains. Ça suffit déjà pour que on évite de se faire contaminer. Vous avez votre masque, vous évitez de saluer les gens, vous lavez les mains à chaque fois que vous touchez quelque chose, vous lavez vos mains, le lavage des mains, ben, ça vous protège. Ça vous protège. Maintenant, quand il y a une épidémie, c'est beaucoup plus le personnel de santé qui est concerné. Et donc, à ce niveau-là, pour se protéger, ils vont porter des masques chirurgicaux, avec des gants, avec des surblouses. Mais ça sera plus comme dans le temps de Covid où il fallait porter des EPI qui ressemblaient un peu aux cosmonautes. Ça là, on va mettre ça de côté. Voilà, pour la gestion. Et donc, mais toujours est-il que le malade sera isolé. Même tous les cas contacts doivent être isolés pendant 21 jours. Pendant 21 jours, vous êtes isolé, vous êtes chez vous. Après 3 semaines, si vous n'avez pas de signes, ben on peut dire que vous ne faites pas la maladie. Et le malade lui-même, il doit être isolé jusqu'au renouvellement de la peau. C'est-à-dire que le malade fait comme une mue, comme un serpent, tout passe, il y a la peau qui se renouvelle et là on déclare qu'il est guéri. Là il peut sortir. Et sinon tant qu'il n'y aura pas ce renouvellement de la peau, il reste contaminant. Donc dans une famille par exemple, on va trouver une pièce pour isoler le malade, éviter tout contact avec d'autres personnes. Voilà, protéger les lésions cutanées, parce que tous les malades aussi ne seront pas hospitalisés. Hein. Et donc il y aura, quand c'est comme ça, il y aura une surveillance active où le personnel de santé passera, mais le malade sera isolé jusqu'à la chute des croûtes et au renouvellement de la peau. Et il arrive que ça gratte, docteur. Est-ce que c'est conseillé de gratter? Ce n'est pas conseillé de gratter. Si ça gratte, on donne les médicaments pour empêcher que la personne se gratte. Parce que quand on se gratte, ben on prend les microbes, on peut provoquer une surinfection. Voilà, sinon c'est une pathologie. La caractéristique aussi, c'est ça. Pour la varicelle, la personne se gratte. Mais pour la variole de singe, on ne se gratte pas. Alors on va prendre cette dernière question. Que faire lorsqu'on constate quelques signes de la maladie ou qu'on a été en contact d'une personne infectée? Quelle est la conduite à tenir? Quand il y a des lésions cutanées, évidemment, il faut que le malade se rapproche de l'hôpital, et en particulier l'hôpital à Dossissé, là où il y a des spécialistes en la matière. Et de là, nous avons déjà fait un circuit du malade. Parce que l'hôpital à Dossissé est organisé, de telle sorte que quand il y a une épidémie, il y a un circuit qui est là, qu'on met en place. Voilà, une unité de prise en charge. Une unité de prise en charge qui se trouve dans mon service. Et chaque cas suspect, logiquement, devait se rendre là-bas. Mais maintenant, où il y a des signes, maintenant, à partir de là, on va faire ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. On va regarder les patients qui étaient en contact avec le patient malade, une fois c'est confirmé, et puis mettre ces patients-là en isolement, en observation pendant 21 jours pour surveiller, parce que la période d'incubation, ça peut faire 3 à 21 jours. 3 à 21 jours. 5 à 21 jours. C'est-à-dire entre le moment où vous êtes en contact avec le malade, la maladie, et l'apparition des signes cliniques, il se passe l'intervalle de 21 jours. Après 21 jours, si la personne ne fait pas la maladie, la personne ne fera plus la maladie. Alors docteur, c'est la fin de notre entretien. Un petit mot, peut-être un conseil à l'endroit de la population, surtout qu'on parle souvent de prise en charge tardive. Oui, c'est ça. Évidemment, on est maintenant en phase d'une épidémie, une zoonose, c'est-à-dire une zoonose virale, c'est-à-dire une épidémie qui se transmet de l'animal à l'homme. Donc, tant qu'il y aura les déforestations, les changements climatiques, le commerce des animaux, nous serons toujours exposés à ce genre de pathologie. Évidemment, ce qui compte, c'est la surveillance. C'est la surveillance des cas, la détection et la surveillance de ces cas. Dès que le cas est détecté, dès que le cas est diagnostiqué, une prise en charge précoce est essentielle. Il ne faudrait pas que les gens mettent des décoctions, voilà, genre l'eau de sakasaka qu'on renverse sur le patient, ça ne sert à rien. Peut-être du citron. Voilà, peut-être du citron, ça ne sert à rien. C'est une infection virale. L'essentiel, c'est d'éviter la surinfection, d'isoler le malade pour ne pas que le malade transmette
la maladie et pour que les éléments-là évoluent de façon naturelle vers la guérison. Vers la guérison, il y a des médicaments qui sont des médicaments de soutien pour empêcher évidemment qu'il y ait des complications. Donc c'est ça ce qu'on peut dire à la population qui nous suit, d'être un peu beaucoup plus vigilant parce que dès qu'on a déclaré une épidémie, c'est nécessaire que vous soyez informés sur ces signes-là et que vous déclarez ces signes-là. Si vous voyez le voisin à cette maladie, déclarez ça afin qu'on casse cette chaîne de contamination, de propagation de la maladie. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Mais sinon, je pense que je reviendrai encore sur ce plateau pour qu'on en discute encore, pour qu'on voit en fonction de l'évolution de la maladie. Docteur Michel Mankou, merci. Et ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau de l'émission Urgence Santé pour nous donner les informations sur la variole du singe. Urgence Santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et merci également au restaurant Fogo situé au 2e niveau de l'immeuble Maison Sans Frontières. Car c'est grâce à eux que nous avons eu ce beau cadre pour la réalisation de cette émission. En tout cas, Urgence Santé vous fait gagner en santé. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Lux Télévision.